elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduite qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic Des pianist. femmes artistes, activistes, inspirantes, politiques, des femmes puissantes. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle Bienvenue marque son époque. dans la poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Julia Cagé. Ce qui m'énerve beaucoup aujourd'hui, ce sont tous les discours sur le peuple contre la démocratie libérale, la tentation autoritaire, comme quoi en fait les gens tourneraient aujourd'hui massivement le dos à la démocratie. La vérité aujourd'hui, c'est que la démocratie, elle n'existe pas vraiment. Bon, alors j'ai une théorie. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais pour moi, cette crise produit un effet loupe. Tout ce qui arrive, c'est comme avant, mais en version grossie. Les violences policières dans les quartiers populaires, c'est pas nouveau, mais c'est pire. Les injonctions sexistes dans les magazines féminins, c'est comme d'hab, mais ça choque plus. La fragilité des vieux, la mise en danger des pauvres, l'importance de l'école gratuite, la difficulté à vivre en couple hétérosexuel, on était au courant. Mais le confinement rend tout exagéré, colossal. Sur le plan individuel, c'est pareil. Nos névroses prennent beaucoup de place, nos soucis de santé aussi. On n'est rien d'autre que ce qu'on est, mais il n'y a plus moyen d'y échapper. Nous sommes confinés dans nos propres petits enfers personnels. Moi, par exemple, là, je me rends compte que je suis maman, alors qu'avant, j'avais quand même plusieurs heures dans la journée où je pouvais l'oublier. Je me sens fille de mes parents, plus qu'avant, parce qu'ils me manquent et que je suis loin d'eux. Je saisis encore plus à quel point je suis privilégiée, et comme le confort matériel dont je bénéficie change tout dans ce contexte. Il y a un truc qui me saute aux yeux, quelque chose que je contournais un peu jusqu'ici. Je suis chef d'entreprise. Mon associé Julien et moi, on se prend la crise en pleine figure. Le podcast, c'est gratuit. On gagne des sous uniquement grâce à la pub. Et en temps de crise, de la pub, il n'y en a pas, quoi. Enfin, pas beaucoup, en tout cas. On a peur de tout perdre et on est prêt à se battre pour que ça n'arrive pas. On se retrouve tous les deux à parler d'exonération d'URSSAF, de prêts garantis par l'État, d'activités partielles et de banques publiques d'investissement. Et comme dans les médias, on n'entend que des vieux gars parler de tout ça, j'ai eu envie d'échanger avec une économiste, jeune, brillante, progressiste, pour vulgariser. C'est le 2e épisode de La Poudre enregistré en confinement dans le cadre d'une série que j'ai appelée « Elle pense le monde d'après ». Cet épisode a été enregistré par Internet à distance. Je vous prie de m'excuser la qualité sonore qui n'est pas celle à laquelle je vous ai habitué. Avec Julia Cagé, on a parlé de dette, de représentation et de revenu universel. Julia Cagé, vous êtes économiste, professeure à Sciences Po et chercheuse au LIEP, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. À 36 ans, vous avez déjà publié 2 ouvrages qui font référence dans votre champ de recherche à la jonction des sciences sociales et de l'économie, Sauver les médias et Le prix de la démocratie, 2 livres qui m'ont beaucoup aidé à comprendre le monde d'aujourd'hui, ses injustices et ses déséquilibres. C'est la première fois que je reçois dans La Poudre une femme qui n'est ni artiste, ni activiste, ni politique. Mais pour moi, il y avait vraiment une urgence. J'ai besoin de faire entendre dans mon podcast féministe des expertes. Parce que j'en ai ras-le-bol de voir ce que nous vivons collectivement, commenté à tort et à travers par toujours les mêmes vieux mecs, voire même par des hommes que je pense on peut considérer au moins partiellement responsables du chaos dans lequel on se trouve aujourd'hui. Mais je m'égare un peu. Je vais commencer par déjà vous demander, Julia Cagé, comment vous allez et comment vous vivez cette période de confinement? Je vais bien. Déjà, je suis très contente d'être invitée dans ce podcast. Donc, merci beaucoup, Lorraine. Je vis cette période de confinement plutôt bien, mais parce que j'ai une chance énorme. Moi, mon travail, c'est enseignant-chercheur, donc c'est vraiment tout ce qu'on peut faire le plus facilement à distance. Donc, j'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour écrire. J'ai les moyens informatiques qui me permettent de contacter, d'échanger avec mes étudiants, avec mes co-auteurs. Donc, je suis vraiment la dernière personne à plaindre pendant ce confinement.
Alors, il y a quand même eu un sacré contretemps pour vous parce que votre livre, Le prix de la démocratie, il vient tout juste de sortir en anglais. Il devait paraître aux États-Unis là. Enfin, d'ailleurs, il est paru. Mais il y avait une tournée de promotion, j'imagine, qui a dû être annulée. Enfin, vous êtes quand même pris un petit contretemps, quoi. Oui, alors je voulais pas me plaindre, mais non, j'ai pris un énorme contretemps puisqu'à exactement pendant la durée du confinement, ça va coller du premier au dernier jour. Je devais être aux États-Unis, basée à New York University, puis faire un tour de tous les États-Unis pour la sortie du livre et en assurer la promotion, ce dont j'étais assez contente parce que ça aurait été la première fois que je faisais vraiment un book tour aux États-Unis. Voilà, c'est quelque chose qui a été planifié depuis très longtemps, en fait, depuis un certain nombre de mois, voire d'années, et tout est tombé à l'eau. En l'occurrence, c'est vraiment le cas de le dire. Et c'est vrai que c'est assez dur, pour le coup, de faire exister un livre dans le débat actuel. Déjà, c'est assez dur de faire exister quoi que ce soit d'autre que le coronavirus à l'époque actuelle, mais de faire exister un livre si on peut pas du tout aller le défendre, c'est assez dommage, d'autant que la sortie du livre, pour le coup, normalement, tombait bien dans l'actualité, puisque ça devait coller avec la fin des primaires démocrates, où le poids des financements, et en particulier des financements privés, joue quand même un rôle non négligeable. Ouais, enfin, on va en reparler. Enfin, ce livre-là, donc Le prix de la démocratie, parle en fait de la façon dont ce sont les plus riches qui financent ces partis politiques. Et effectivement, ça raconte beaucoup de choses des primaires américaines avec Joe Biden, qui est clairement donné favori. Et même, ça raconte aussi la crise qu'on est en train de vivre. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur le rôle des riches dans cette histoire, mais on va y revenir. Est-ce qu'en tant qu'économiste, en tant que chercheuse, vous ressentez une sorte d'excitation ou au contraire de nervosité face à la période qu'on est en train de vivre? Moi, je sais qu'en tant que journaliste, il y a une ambiguïté parce enfin, évidemment, sur le plan personnel, émotionnel, on est affecté, on est anxieux, etc. Mais il y a quand même aussi le fait d'assister à un tel chamboulement anthropologique, social. Qu'est-ce que ça suscite chez vous en tant que chercheuse? Pour l'instant, moi, je considère, et c'est une position que j'ai prise depuis le début, euh, qu'il faut attendre que la crise soit finie euh, pour prendre position beaucoup plus clairement. Et notamment, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai refusé de signer un certain nombre de textes ou de tribunes de collègues. Sauf sur un certain nombre de points qui, pour le coup, me semblaient urgents. Par exemple, la régularisation des sans-papiers au moment de la crise. Ça, il faut le faire maintenant. C'est un point à faire maintenant, donc ça me semble urgent. On a signé un texte dans Libération sur le sujet. Ensuite, taper à tout va aujourd'hui sur le gouvernement, ça me semble pas l'urgence. Et puis, je pense que ça empêche de réfléchir. Est-ce qu'il va falloir penser le monde d'après? Je pense qu'on le dit tellement que voilà, ça tue même aujourd'hui l'idée de le lire. Comme chercheuse, j'avais entamé un certain nombre de réflexions qui, bien sûr, aujourd'hui, quand j'écris, c'est teinté du coronavirus, mais je trouve que ça serait presque assez malsain d'y voir un gros moment d'excitation. Je veux dire, c'est un drame international. Même si en France, on va sortir du confinement au mois de mai, même si voilà, il va y avoir une crise économique, mais il y aura de la relance, etc. C'est quand même assez dur de se réjouir d'une crise qui fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts, et puis qui va frapper un certain nombre de continents. Je pense à l'Afrique, mais je pense à des pays comme l'Inde encore plus durement. Donc non, je suis pas vraiment dans l'excitation, mais ça va donner à réfléchir. Et je pense que bon, là aussi, il y a tellement de gens qui l'ont dit que ça tue un peu la crédibilité du propos, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on y voit tous une espèce de confirmation de tout ce qu'on a pu dénoncer pendant des années, ou une espèce de confirmation inverse d'ailleurs du fait que voilà, le bon modèle est à venir, et ça tombe bien parce qu'on l'a pensé avant tout le monde. Je pense que personne n'avait véritablement pensé ce qui allait arriver. Je pense qu'il va falloir se relever au mieux et au plus vite. Moi, ce qui personnellement me fait très peur là, avec la crise qui est en train de se jouer, c'est la montée en flèche après la crise de l'extrême droite, parce que ça repose, et ça ne devrait pas, mais ça repose dans le débat public très fortement la question des frontières, alors que ça ne devrait pas le faire. Et du coup, pour être tout à fait honnête, et là, c'est pas comme chercheuse, c'est plus comme femme engagée, je
je pense que ça pose l'urgence de penser une espèce de grande union des forces de gauche, notamment en France, parce que sinon, le résultat de tout ça, ça sera bien, encore bien plus grave que tout ce qu'on aurait pu imaginer pour 2022. Ouais. Ouais, bah alors, je précise quand même que quand je parlais d'excitation, c'était plus au sens un peu anglais du terme, voilà, pas dans la joie, mais en espèce d'agitation intellectuelle qui peut être suscitée par ce genre de crise. Alors, Julia, on est quand même dans la poudre, donc je vais un tout petit peu remonter en arrière pour que nos auditrices et auditeurs vous connaissent un peu mieux. Vous avez grandi un peu partout en France. Votre père était cadre, il était régulièrement muté. Vous avez connu la Lorraine, Bordeaux, Marseille. Quel type d'éducation Toulouse aussi. Toulouse aussi. Quel type d'éducation vous avez reçu? On vous parlait comment quand vous étiez petite? Bon, on me parlait bien. Non, je sais pas, j'ai reçu une très bonne éducation. Je pense que je serais pas là sans mes parents qui m'ont toujours poussée à faire des études. Si je devais faire une blague ou une anecdote sur mon éducation, je dirais qu'on me reproche beaucoup de parler vite, ce qui est un fait. J'ai du mal à lutter contre ça. Et c'est peut-être pas complètement étranger au fait que j'ai 2 sœurs, une grande sœur, mais aussi une sœur jumelle, et qu'on se battait sans doute souvent pour prendre la parole, ce qui nous poussait à toujours parler l'une plus vite que l'autre. Malheureusement, ça a déformé ma mâchoire. Alors, il y a cette question rituelle que je pose toujours dans la poudre, donc je vais vous la poser. Est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous l'êtes devenue? Ah, c'est une excellente question, parce que je viens justement d'écrire un paragraphe sur le sujet avant qu'on se parle. Ah ouais? Euh, Dans votre prochain bah, ouvrage? oui. Et en fait, ce que j'ai écrit enfin, le paragraphe que j'ai écrit, c'est je ne suis pas née femme, et je l'ai appris en grandissant, en lisant les féministes. C'est-à-dire que j'étais pas au courant que j'étais pas née femme, et que je l'ai appris au fil de mes études. Je m'identifie beaucoup à ça. Ça correspond aussi beaucoup à ma prise de conscience. Alors, vous avez vraiment suivi le parcours de l'excellence académique française. Vous avez fait une prépa littéraire. Vous êtes entré à Normal Sup, qui est vraiment le sein du sein des grandes écoles, le lieu qui a produit toutes les figures des intellectuels de gauche, notamment, qui ont marqué l'histoire en France. Cette figure de l'intellectuel, qui change la société par les livres, par ses idées, c'est quelque chose vers lequel vous vous tendiez déjà quand vous étiez adolescente? Disons que quand j'ai choisi de faire une classe préparatoire lettres et sciences sociales et de rentrer à Normal Sup, c'est parce que la figure modèle que j'avais en tête, c'était celle de l'intellectuel engagé. Mais c'est venu relativement tard, hein. Adolescente, si on considère quand j'avais 12, 13 ou 14 ans, en l'occurrence, je voulais plutôt faire de la musique. Donc c'était quand même pas extrêmement engagé. Ou si je regarde ce que j'écrivais à l'époque, en fait, je disais plutôt que je voulais soit faire de la musique, soit être journaliste. Je pense que c'est plutôt au lycée et en fin de lycée, en m'interrogeant sur ce que je voulais faire et devenir, oui, j'étais assez frappée par cette image des intellectuels engagés. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert Normal Sup en lisant l'histoire des intellectuels en France. Et ça a produit des excellents intellectuels de gauche, mais aussi un certain nombre d'intellectuels de droite. Je suis rentrée à Normal Sup en 2005, il y avait le centenaire autour de Sartre et Aron. Voilà, c'était un peu par rapport à ça aussi, dans cette grande histoire-là, que j'avais envie de pouvoir rentrer. C'est intéressant parce que je trouve qu'il y a vraiment un paradoxe en France où on va avoir tendance à favoriser une pensée universaliste en ayant l'impression que voilà tout savoir doit être forcément objectif, etc. Et en même temps, il y a aussi toutes ces figures. Bah, vous citez Sartre, on peut penser aussi à Simone de Beauvoir, hein, si on voulait féminiser, qui ont vraiment lié la pensée philosophique, la pensée en sciences sociales à des combats politiques. Vous situez, enfin, on vous le reproche par exemple parfois d'avoir clairement un biais entre guillemets de gauche dans vos recherches universitaires. Comment vous vous en sortez, vous, de cette espèce de paradoxe français qui parfois vous touche personnellement? Oui, alors on me reproche pas d'avoir un biais de gauche dans mes recherches universitaires, parce que enfin, je considère que mes recherches en tant que recherche ne sont pas biaisées. On me reproche d'avoir un biais de gauche et de d'afficher mes préférences politiques alors que je suis universitaire et que je devrais du coup être neutre. Tout à C'est fait, quand même ouais. quelque chose de complètement bizarre, parce que un des avantages de l'universitaire, c'est justement d'avoir du temps pour échanger et pour débattre et pour mettre des propositions dans le débat. Et du coup, ce que je trouve souvent complètement injuste, et qu'alors même que je respecte
dans la discipline d'économie. Toutes les règles de la publication académique et scientifique. Donc voilà, je coche toutes les bonnes cases. Quand je décide, et là c'est vrai que pour le coup, quand j'écris le prix de la démocratie ou Sauver les médias, bon, l'angle choisi là, il témoigne clairement de certaines préférences politiques assumées. Quand j'écris ces livres, on me reproche de le faire en plus, comme si ça délégitimait tout le reste de ma production. C'est comme ça, c'est pas ça qui me fera changer d'avis, à vrai dire. Et là, pour le coup, et je dis ça très modestement, mais je pense aussi que c'est important de continuer à le faire, de l'assumer publiquement pour mes étudiants, parce que clairement, pour les étudiants, ils voient très bien que avec tout ce qu'on demande dans une carrière universitaire, notamment en économie, publier un livre, c'est pas censé être bien. Bon, bah, s'ils arrivent à avoir des exemples de gens qui le font et qui réussissent quand même dans la profession, bah, ça peut les pousser à aller dans ce sens-là. D'ailleurs, ça veut pas dire que tout le monde doit le faire, mais que les gens qui ont envie de s'engager davantage ne devraient pas être délégitimés parce qu'ils le font à l'arrivée. Moi, ça me fait penser aussi à quelque chose qu'on peut parfois me reprocher en tant que journaliste, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai choisi un point de vue féministe et progressiste dans mon approche de journaliste que je fais pas mon travail avec déontologie, avec rigueur. Voilà, on peut recouper des informations, avoir des sources fiables, mais avoir choisi d'adopter un point de vue sur la société très très situé. C'est même d'ailleurs certainement plus honnête d'assumer qu'on a ce point de vue-là plutôt que de prétendre à une forme de neutralité. Oui, alors ça c'est complètement vrai. Parce que ce qui est le plus énervant souvent, c'est que, bah, alors notamment en économie qui parfois se présente comme une science dure, on prétend une sorte de neutralité parce qu'on s'appuierait sur un certain nombre de modèles mathématiques qui sont posés de manière à faire en sorte que il faut toujours mieux, davantage de marché et moins d'État, davantage de flexibilité. Alors qu'on pourrait poser des modèles complètement inverses qui aboutiraient à des solutions différentes. Donc c'est vrai qu'il y a davantage d'honnêteté dans le fait de dire d'où on parle. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, sur le journalisme, ça fait partie des points fondamentaux. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'indépendance des médias, mais un journaliste indépendant, c'est pas un journaliste qui serait complètement neutre. On peut avoir des journalistes indépendants de droite, on peut avoir des journalistes indépendants de gauche. Un journaliste indépendant, c'est un journaliste dont les contenus qu'il produit ne sont pas biaisés du fait d'une espèce de pression qui viendrait d'un actionnaire, qui viendrait d'un annonceur, etc., etc. Mais après, c'est normal justement d'avoir une pluralité de points de vue sur le monde. Et moi, la chose sur laquelle j'insiste de plus en plus, et quand je le fais d'ailleurs, je me remets aussi beaucoup en question par rapport à des choses que j'ai pu dire ou écrire parfois trop vite. Je pense que de plus en plus, il faut donner une chance à tous les points de vue sur le monde, et qu'il n'y a pas une bonne position qui serait légitime, une position qui serait illégitime. Je pense qu'il faut favoriser les conditions du débat et de la délibération, et ça suppose de donner une chance à toutes les idéologies d'une certaine manière. Et il y a toutes les personnes. Enfin, moi, un de mes combats, c'est la représentation. Et quand on a en permanence toujours des hommes blancs hétérosexuels qui s'expriment H24 sur les sujets, on peut pas et vieux. On peut pas arriver à une idée assez juste du monde. Alors, ce qui vous a fait connaître du grand public, c'est la campagne du candidat socialiste de la présidentielle de 2017, Benoît Hamon. Vous étiez sa conseillère économique. Moi, c'est là que j'ai découvert votre travail. Alors, dans ce cadre, vous avez étudié et défendu une mesure qu'on qualifiait à l'époque volontiers d'utopiste, mais qui aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie, revient dans les débats. C'est l'instauration d'un revenu universel. Il y a 2 jours, là, au moment où on se parle, des élus socialistes français ont réclamé qu'on étudie à nouveau cette possibilité. En Espagne, la coalition de gauche qui est au pouvoir a annoncé qu'ils allaient accélérer son instauration pour pallier à la montée du chômage. En quoi, en fait, de façon très très vulgarisée, si possible, cette notion de revenu universel, elle serait d'actualité et pertinente aujourd'hui, enfin si elle vous le semble encore d'ailleurs. Oui, il faut entièrement repenser la protection sociale, c'est ça la vérité. C'est qu'on a un système de protection sociale qui s'est construit à un moment où les carrières étaient plus ou moins linéaires, où les gens étaient en contrat à durée indéterminée et où la plupart des travailleurs étaient dans une relation de salariat. Donc, de ce point de vue-là, les mesures de chômage partiel sont des mesures qui sont à même de répondre à des crises comme la crise actuelle. Sauf que ce qu'on voit bien aujourd'hui,
c'est qu'on a de plus en plus de travailleurs qui sont des travailleurs précarisés, qui sont en statut d'auto-entrepreneur. Donc eux, par exemple, ils sont pas du tout protégés par les mesures de chômage partiel, ou qui démultiplient les petits boulots auprès d'une infinité d'entreprises. Et pareil, on voit que les protections ici tombent, et tous ces gens-là, en fait, sont complètement délaissés pour compte de la crise actuelle du coronavirus, et ça va même au-delà de ça. On se retrouve avec des livreurs, des livreaux qui devraient de manière évidente ne pas avoir à travailler à l'heure actuelle. Je pense que la première urgence actuellement n'est pas de se faire livrer des repas chez soi, et qui en fait demandent à pouvoir travailler parce qu'en fait ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Donc on voit très bien qu'on doit penser aujourd'hui une protection sociale telle que de manière automatique. Et là on voit aussi, ça c'était un des points importants dans la proposition qu'on a faite avec Benoît Hamon. Aujourd'hui, tous les minima sociaux, etc., sont très humiliants et sont très discriminants parce qu'il faut en faire la demande. Il y a énormément d'étapes à suivre. Puis d'ailleurs, souvent, il faut aussi se déplacer physiquement. On voit qu'aujourd'hui, tout ça ne fonctionne plus. Donc, il faut un certain automatisme. Et donc, il faudrait que dans des cas comme le cas actuel, en cas de chute complète des ressources de quelqu'un, de manière automatique, on ait le versement de l'équivalent d'un revenu universel. Et c'est là d'ailleurs aussi on voit pourquoi la mesure elle a beaucoup évolué, hein, entre les propositions qui avaient été portées par Benoît Hamon pendant la campagne de ses primaires, puis ensuite la proposition qu'on a défendue au cours de l'élection présidentielle, et ça lui a été reproché, mais on voit aussi qu'il n'y aurait aucune légitimité aujourd'hui à donner 500 euros absolument à tout le monde, sans condition de ressources, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin et il y a des gens qui en ont pas besoin. Donc, ce qu'il faut faire en sorte, c'est d'avoir un état des lieux des revenus de chacun, et tous ceux qui sont en dessous d'un certain nombre de revenus, quand on a des cas de chute brutale de revenus comme aujourd'hui, et qui puissent avoir directement un virement de la part de l'État. C'est ça l'État social. Puis là, on est même au-delà de l'État social. On parle de dignité des personnes, on parle de dignité humaine, et c'est ça qu'on devrait mettre absolument en place. C'est vrai qu'à l'époque, quand cette mesure était présentée, moi je m'en cache pas. D'ailleurs, je l'ai beaucoup dit sur les réseaux sociaux. Moi, je soutenais vraiment ce candidat. Et puis, c'est un candidat qui a fait un score tout petit, notamment en raison de la portée, Minus, en raison de la portée prétendument complètement utopiste de son programme. Mais pourtant, aujourd'hui, on se rend compte que cette dimension utopiste, elle est presque nécessaire, en fait, dans un monde qui est en train de s'effondrer. Si on part pas sur des utopies ou sur des changements radicaux, comment on peut changer? C'est pas une utopie, c'est un changement radical. Et ce changement, il faut savoir le penser. Ce changement, il faut savoir comment le financer. D'une certaine manière, je pense que c'est pour ça que la campagne de Benoît Hamon s'est jouée en deux temps, et puis ça a été une manière facile pour les médias ensuite de l'attaquer. Il avait vendu quelque chose d'utopiste pendant la primaire, qu'il l'était parce que ça consistait à faire un chèque à l'ensemble des citoyens. Et là, on voit bien qu'en termes de montant, ça représente plusieurs points de PIB. Donc, c'est pas du tout finançable. Et du coup, ensuite, on a réfléchi à comment on met cette utopie concrètement en œuvre, sachant qu'on voulait que ça soit aussi ambitieux socialement, et donc de la verser directement, potentiellement, ce revenu universel sur la feuille de salaire, et que ça diminue progressivement en fonction des revenus des individus. Alors, ça fait un tout petit peu moins rêver, parce que c'est pas un chèque universel, mais en fait, il y a quand même cette universalité, parce que ça garantit un revenu minimum pour chacun. Et du coup, on voit que c'est là que c'est quand même urgent. Il ne faut pas passer pour des utopistes. Si on passe pour des utopistes, on prend le bâton pour se faire battre. Il faut montrer que ce qu'on propose, on peut le mettre en œuvre demain concrètement. Je pense que sur une problématique comme le revenu universel, on a souffert à l'époque de la campagne d'avoir fait trop vite un simulateur qui n'était pas très beau. Je pense que voilà, pour la prochaine fois, il faudra le faire bien plus tôt, en ligne, où chacun peut simuler ce que ça lui rapporte et peut simuler les coûts. Si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, bon, malheureusement, voilà, le candidat démocrate sera Joe Biden. Maintenant, on le sait, mais Sanders, quand il parle d'un système de santé publique universel aux États-Unis, bon, c'est dans le contexte américain, états-unien qu'on présente ça comme une utopie. C'est pas une utopie, c'est quelque chose vers quoi il faut tendre. Et du coup, il faut penser aussi tout de suite les conditions de son financement. Moi, je crois pas aux utopies, je crois au changement politique, ce qui suppose de travailler un peu plus, ce qui suppose aussi de faire beaucoup de pédagogie, parce que c'est un peu moins sexy quand c'est plus technique.
Mais en même temps, si on est sérieux, quand on parle d'aller vers un nouveau modèle, et puis vraiment, pour le coup, si la gauche devait revenir au pouvoir, qu'elle revienne au pouvoir pour faire quelque chose, pas pour nous refaire 2012, bah, ça suppose de bosser, de mettre les mains dans le cambouis, de ne pas mentir aux gens. Et typiquement, sur quelque chose comme le revenu universel, on sait le faire. On sait le financer, mais il faut prendre le temps aussi d'expliquer comment ça diminue progressivement avec les revenus, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme source de revenus pour le financer, etc. Il faut oser affronter l'ensemble de ces questions. Je voulais revenir aussi à cette campagne de 2017 parce que c'est un moment, je le sais, on en a discuté déjà toutes les deux, on a eu l'occasion, où vous avez vraiment vécu le sexisme dans les médias, où il y avait vraiment une différence de traitement entre la façon dont on vous présentait, vous, jeune économiste de 35 ans, face à des économistes de 60 ans masculins sur un même plateau de télé. Quel souvenir à l'époque. Ouais, vous étiez super jeune. Ouais. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là, de ce sexisme-là que vous avez vécu? Oh, moi, j'en suis arrivée à la conclusion que ce qui ne tue pas rend plus fort. En même temps, pour être tout à fait honnête, on parlait tout à l'heure de la question du féminisme. J'ai pas mal évolué sur la question. D'une certaine manière, j'ai envie de dire que j'ai grandi. Et quand je dis que j'ai grandi, ça veut dire que j'ai arrêté de regarder le monde par le petit bout de mon nombril. Parce que ce que j'ai toujours, ça m'est arrivé. Bon, quand on est surtout dans la profession dans laquelle je suis, puis ensuite avec parfois une certaine médiatisation, il y a beaucoup d'occasions de subir le sexisme. Et finalement, je prenais ça comme des coups qui me rendaient plus forte et j'y voyais pas fondamentalement un problème. Et en fait, pendant très longtemps, si je prends il y a encore 15 ans, quand j'avais 20 ans, toutes les politiques de discrimination positive, pour le coup, en faveur des femmes, j'ai été plutôt opposée parce que j'aurais vu ça comme une manière de délégitimer celles qui avaient réussi et qu'il fallait. Bon, alors qu'en même temps, c'est très bizarre parce que pour tout ce qui aurait été discrimination positive en faveur des minorités, là, j'étais complètement pour. Je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure, vous parliez de représentation, qu'il y a un véritable problème de représentation médiatique, qu'il y a un véritable problème de représentation politique des femmes, que ce problème est un problème pas pour les femmes, c'est un problème pour l'ensemble de la société, mais qu'il faut aussi bien comprendre que pour de nombreuses femmes, c'est une souffrance contre laquelle elles ne sont pas armées pour se défendre, et que du coup, il faut en passer par la loi. Il faut en passer par la loi pour mettre à pied d'œuvre la question de l'égalité. Donc moi, personnellement, j'en ai souffert parce que j'en ai été victime, j'en ai pas souffert d'une certaine manière parce que je suis passée outre, mais je pense qu'il ne faut pas accepter de passer outre, qu'il faut davantage se battre contre ça et que ça suppose aussi d'utiliser les outils d'état de droit. Mais enfin voilà, je voulais rappeler un chiffre quand même. En France, dans les médias, selon les chiffres du Global Monitoring Project qui a été publié en 2015, on attend le nouveau, là ça paraît tous les 5 ans, on n'a que 13% des experts interrogés qui sont des expertes, tous médias confondus. En cette période-là, on a l'impression que ça s'empire, enfin on a l'impression que les journaux en ont plus rien à foutre, ils pensent même plus à ce que les féminismes leur rabâchent depuis des années. On a des unes, notamment je pense à cette une du Parisien, là il y a une semaine, il nous raconte le monde d'après. C'était complètement délirant. En même temps, c'est aussi compliqué de se dire que les femmes chercheuses ont forcément un point de vue différent, qui serait, entre guillemets, plus humain. Non, Comment on s'en sort de cette contradiction-là, quoi? Mais il faut changer les règles. Et je veux dire, pour le coup, pour la télé et la radio, c'est assez simple. En période d'élection, on a des règles ultra compliquées sur le respect des temps de parole. Alors, quand vous avez une élection avec 12 candidats, je veux dire, les radios, les télés s'arrachent les cheveux, etc., pour respecter à la seconde près l'équité des temps de parole. Bon, c'est moins dur pour les femmes et les hommes. Il n'y a que 2 groupes, pour le coup. Et donc, il faut changer les règles. On a un CSA qui est en charge de réguler tout ça. Je pense que ça ne suffit pas de se plaindre. En plus, avant, je pense qu'il y a encore quelques années, c'était plus audible de se plaindre, parce que quand on se plaignait, on mettait dans le débat public une parole féminine. Là, vous avez un peu cette idée, les femmes, on les entend partout, elles n'arrêtent pas de râler, etc. Donc, c'est pas audible. Donc, je pense qu'il faut changer les règles. Alors, voilà, il faut peut-être pas les changer aussi strictement qu'on le fait pour le temps de parole en politique, mais il faut des sanctions et il faut des règles strictes. D'ailleurs, c'est au-delà des sanctions. Je veux dire, la télé, la radio, il y a aucune chaîne qui ne respecte pas les règles d'équité du temps de parole en période électorale. Ça doit être pareil entre les femmes et les hommes. Et alors, du coup, sur la question, est-ce que les femmes ont autre chose à dire? J'en suis pas sûre. Mais c'est pour ça que j'ai pas mal évolué sur le sujet. Parfois, oui, il y a pas mal de papiers en économie notamment qui montrent que quand vous avez une femme mère au Brésil, en moyenne, elle tend à être moins corrompue qu'en Inde. Il y a eu des travaux d'Esther Duflo qui a montré qu'il y avait des investissements différents qui étaient faits, notamment en termes d'eau, dans différentes infrastructures. Bon. Mais même s'il y avait
pas de différence en termes de comportement. Et moi, je suis pas sûre que sur un certain nombre de sujets, je sois plus légitime. Je ne suis pas moins, mais je suis pas sûre d'être plus légitime qu'un collègue masculin. Et on peut avoir le même point de vue. Mais même s'il n'y avait pas de différence de point de vue, il y a un problème de représentation. Pendant des années, on a pensé la représentation comme représentant, je représente les intérêts de tous. Donc, je peux être un homme ou une femme, peu importe, puisque je vais représenter les intérêts de l'ensemble des gouvernés. De plus en plus, je suis convaincue qu'il faut aujourd'hui penser la représentation aussi comme Scanna Pitkin appelait la représentation descriptive. Il faut avoir des élus à l'image des citoyens et ça doit être aussi le cas dans les médias. Parce que sinon, c'est une souffrance qui est trop forte pour les femmes, pour les catégories sociales les plus défavorisées. Alors, si vous regardez aussi la représentation des classes populaires dans les médias, il n'y a aucune forme d'équité pour la représentation des minorités, que ce soit en termes de race ou en termes de religion. Voilà, il faut aujourd'hui tendre vers ça. Et pour le coup, encore une fois, moi, là, je pense vraiment, et c'est pour ça que je pense que c'est pareil, en fait, comme sur le revenu universel, il faut bosser, parce qu'il faut bosser à faire changer la loi. Et il faut penser des règles concrètes qui nous permettent d'assurer une égale représentation descriptive de toutes les identités. Alors, vous avez évoqué la figure d'Esther Duflo. Je rappelle qui elle est. C'est l'une des 2 seules femmes de l'histoire à avoir été récompensée du prix Nobel d'économie l'année dernière, conjointement à Abhijit Banerjee et Michael Kremer. En ce moment, donc, elle est un peu écoutée. On a entendu sa voix s'élever. Ça fait du bien. Et elle a dit, quand on a une grosse crise de demande comme aujourd'hui, il faut injecter des ressources dans l'économie, ce qui suppose pour les gouvernements d'emprunter massivement et de stimuler l'économie autant que possible. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer dans des mots très simples ce que ça signifie et si vous êtes d'accord avec sa proposition ? Oui, je suis d'accord avec sa proposition. En gros, ce qu'elle veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un déficit de demande qui est très clair. Pour des raisons simples, les gens sont confinés chez eux. Donc, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas acheter, ils peuvent pas consommer. Et puis d'ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont fermées. Je veux dire, on peut pas aujourd'hui aller acheter des vêtements, on peut pas aller au restaurant, on peut pas aller au café, on peut pas aller dans les librairies, on peut pas acheter des livres. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, alors même que il y a pas de changement des fondamentaux économiques. Je veux dire, il y a rien qui a changé. Il n'y a pas de crise financière, etc. Vous avez des entreprises qui vont faire faillite si on ne fait rien du fait de déficit de demande. Elles doivent payer un certain nombre de coûts. Il n'y a plus du tout de recettes qui rentrent. Et donc, pour faire face à ça, la seule solution, c'est que l'État, les gouvernements injectent de la monnaie dans l'économie et soutiennent financièrement toutes ces entreprises-là. Et soutiennent également, d'ailleurs, ce qu'on mentionnait tout à l'heure avec le revenu universel, mais il faut aussi soutenir tous les citoyens qui souffrent financièrement, parce que ces citoyens, c'est aussi des gens qui consomment. Elle dit qu'il faut emprunter, oui, de toute façon, il y a différentes manières pour un État d'alimenter un choc de demande. Il y a quand même l'idée qu'il faut imprimer un peu plus, donc c'est-à-dire réinjecter, les banques centrales doivent réinjecter de la monnaie dans l'économie et les États peuvent emprunter. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas, donc ça coûte rien aux États d'emprunter. Donc ça serait une folie de ne pas le faire à l'heure actuelle. Ça veut dire de se crisper sur les politiques d'austérité qui sont un petit peu voilà, c'est ça en fait, qu'elle dénonce. Oui. C'est-à-dire on a la phobie de la dette en gros en Europe et dans les pays occidentaux en général depuis plusieurs années. C'est absurde. Il faut investir justement ce qui suppose de s'endetter. Alors, mais au jour d'aujourd'hui, là pour le coup, ça serait une hérésie économique de mettre en place des politiques d'austérité. En tout cas, c'est important de souligner que, moi, je trouve que les expertes qui apportent les solutions les plus pertinentes, à mon sens, sont les expertes femmes. Voilà, il y a Esther Duflo, on entend aussi beaucoup Cynthia Fleury s'exprimer sur le côté plus sociologique et philosophique et dire des choses très justes. On a vu aussi circuler un article du magazine Forbes que vous avez partagé sur Twitter, je l'ai vu, démontrant que les pays qui s'en sortent le mieux dans la crise du Covid, en termes vraiment de nombre de morts, de victimes, sont des pays dirigés par des femmes. Alors, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est quand même aussi et surtout des pays qui sont dirigés par des partis de gauche au pouvoir. Est-ce que la différence principale serait pas plutôt de ce côté-là ? C'est pas une démonstration, c'est une corrélation. C'est juste que la corrélation est amusante. Donc, oui, bien sûr. Donc, moi aussi, je l'ai partagée et je me suis réjouie. J'ai voulu la partager. Donc, je ne sais pas si c'est un facteur femme. Le fait d'avoir des partis de gauche au pouvoir, c'est sûr que ça fait une différence, puisqu'on voit quand même qu'aujourd'hui, un des nerfs de la guerre, c'est la bonne santé de l'hôpital public.
et des investissements publics. Donc c'est sûr que dans des pays où on a complètement déserté la chose publique par des politiques d'austérité, c'est plus compliqué de s'en sortir. Il y a autre chose qui fait que les femmes ont un rôle central dans cette crise. Elles forment la majorité des rangs des travailleurs et travailleuses essentiels, de celles et ceux qui sont pas confinés chez eux, mais qui sont vraiment encore en train de travailler sur le terrain. Elles constituent 70% des rangs dans l'éducation, dans la santé, dans les services sociaux, 9 aides-soignantes sur 10, 9 caissières sur 10, 7 agents d'entretien sur 10. Christiane Taubira parlait il y a quelques jours sur France Inter d'une bande de femmes qui tenaient le pays. Est-ce qu'on pourrait imaginer une approche féministe de l'économie pour justement lutter contre la précarité et puis même l'espèce de mépris en fait sociétal dont ces femmes souffrent hors crise et pendant la crise? Je pense pas que ce soit la bonne solution d'une certaine manière, parce que prenez des éboueurs, par exemple. Ce sont très majoritairement des hommes. Ils sont aussi en première ligne et ils souffrent aussi de beaucoup de mépris social. Ils sont aussi insuffisamment rémunérés. Bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est une manière de visibiliser davantage la figure féminine. Si vous lisez Michel Perrault, une des choses qu'elle dit dans son Histoire des femmes en Occident, c'est que quand les femmes sont apparues, une des premières fois du point de vue de l'expertise, c'était en 1831-1832 au moment du choléra. Elle dit cette crise sanitaire a permis de faire émerger l'expertise des femmes. On voit qu'ensuite, elle était quand même encore très très bon pour les femmes, mais on pourrait voir un peu la même chose avec le coronavirus. Mais je pense pas qu'il faille diviser ici entre les femmes et les hommes. En fait, il y a des gens qui sont aujourd'hui extrêmement mal payés, extrêmement mal reconnus, qui n'ont pas de reconnaissance ni financière ni sociale. Ces gens-là, ils font quand même tourner entièrement la machine, ils font tourner l'économie, ils font tourner la société, et ils sont pas suffisamment rémunérés, que ce soit des femmes ou des hommes. Et ça, il va bien falloir le changer à un moment donné. Mais je pense que c'est vraiment pas, pour le coup, sur le sujet, ça serait pas pour moi une bonne idée d'en faire une guerre des sexes. Après, la vérité, c'est pourquoi ces emplois sont majoritairement féminisés, c'est parce que c'est des emplois qui sont pas très reconnus. Et qu'on voit bien, mais ça a été le cas aussi pour le journalisme, hein. Tant que c'était une profession d'élite extrêmement bien rémunérée, c'était une profession qui était à majorité masculine. Si vous regardez l'évolution des données de carte de presse, vous voyez l'effondrement des jobs de journalistes, la précarisation de la profession et la baisse des salaires, qui est inversement proportionnelle à l'entrée des femmes dans cette profession. Et c'est un peu pareil d'ailleurs avec l'éducation. Mais je pense pas que ce soit un problème de femmes, mais je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a des emplois indispensables qui sont pas payés, et il faut en tirer des leçons. Je pense que le fait de le visibiliser aujourd'hui, ça va quand même permettre d'avoir une prise de conscience collective, et qu'il faut revaloriser ces emplois dans le futur. On entend, enfin, en vous écoutant, vous avez une approche, vous parlez même de parité sociale dans votre livre sur le prix de la démocratie. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, enfin, que j'ai vraiment compris grâce à vous. Moi, c'est un peu l'inverse. J'avais une approche qui était très, très biaisée sur le genre. Et puis, c'est vrai que quand on réalise qu'il y a 0 ouvrier, 0 paysan à l'Assemblée nationale, on se dit que le problème, il est au moins aussi grave que la sous-présence des femmes. Vous, en tant qu'observatrice de la société, vous avez été très présente en 2019 sur les Gilets jaunes. Vous avez observé le mouvement social qu'a constitué les Gilets jaunes pendant presque un an. Et vous avez écrit une tribune dans laquelle vous disiez « Certains voudraient voir dans le mouvement des Gilets jaunes une crise du consentement à l'impôt. Mais la réalité est tout autre. Ce sont les plus riches qui, depuis 18 mois, ont fait sécession et refusent de payer l'impôt. » Un peu plus loin, vous dites que, en fait, voilà, la courbe des prélèvements obligatoires, du fait des politiques fiscales mises en œuvre par Emmanuel Macron, est devenue régressive au sommet de la distribution. Ce qui veut dire concrètement que les plus riches payent des taux de prélèvement plus faibles que les autres. Alors, ça paraît peut-être un tout petit peu technique, mais je trouve que ça raconte aussi énormément, en fait, une partie des causes de la crise qu'on vit aujourd'hui. Oui, en fait, ouais, c'est vrai que c'était dit techniquement, mais ça veut dire quoi très concrètement? C'est si vous regardez aujourd'hui l'ensemble des citoyens français, combien ils paient d'impôts en pourcentage de leurs revenus. Bon, comme on a toujours parlé en termes d'impôts progressifs, on penserait qu'en moyenne, les plus pauvres paient un plus petit pourcentage de leurs revenus en impôts que les plus riches. Et en fait, si vous regardez la courbe des prélèvements obligatoires, de quoi on se rend compte? Qu'en haut de la distribution, le pourcentage de revenus payés en impôts par les plus riches est plus faible que pour les gens qui sont plus pauvres. Donc, il n'y a pas de redistribution par l'impôt. C'est même l'inverse. Il y a une anti-redistribution par l'impôt. Et ça, pour le coup, c'est vrai, quand je dis que les riches ont fait sécession depuis 18 mois, donc j'ai fait ça, c'était 18 mois par rapport à C'était en 2019. Macron. Ouais. Parmi les premières politiques mises en œuvre par Emmanuel Macron, il y a quoi?
il y a la suppression de l'impôt sur la fortune. Alors, on peut appeler ça transformation de l'impôt sur la fortune en IFI, impôt sur la fortune immobilière, mais à l'arrivée, ça revient à supprimer l'impôt sur la fortune, notamment sur les plus hauts patrimoines qui ne sont pas des patrimoines immobiliers. Donc, c'est vraiment les plus riches qui en bénéficient. Il y a ce qu'on a appelé la flat tax sur le capital. Donc, votre revenu du travail, il est taxé progressivement. Donc, plus vous êtes riche, plus vous devez payer d'impôts, ce qui s'appelle la justice sociale. Il n'y a plus ça maintenant sur les revenus du capital. 30% pour tout le monde. Voilà, Ça a été aplati. Et il y a eu la suppression de l'exit tax, ce qui est aussi une manière de favoriser les plus riches qui s'en vont à l'étranger, notamment pour échapper aux impôts. Et donc, on a vu tous ces cadeaux fiscaux faits aux plus favorisés. Et ça a eu quoi comme conséquence concrète ? Ça a eu comme conséquence concrète que derrière, on est allé gratter pour prendre encore un peu plus à ceux qui avaient déjà moins. 5 € sur les APL, et ça c'est l'explosion avec les gilets jaunes. Ce qui est complètement paradoxal sur les gilets jaunes, c'est que le fait d'avoir une taxe carbone, c'est plutôt une bonne chose. Je veux dire, on peut pas opposer le pouvoir d'achat avec les mesures climatiques, mais dans les pays où ça a été bien fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a fait payer cette taxe, mais les recettes de cette taxe, on les a redistribuées, et notamment aux plus défavorisés. Donc vous allez payer plus cher votre essence, mais l'idée c'est pas d'affecter votre pouvoir d'achat, c'est juste que vous preniez moins votre voiture. Donc en fait, en termes de pouvoir d'achat, on va vous redistribuer de l'argent. Et en France, on l'a pas fait. Et pourquoi on l'a pas fait en France ? Parce que comme on avait fait tous les cadeaux fiscaux aux plus riches, on n'avait plus d'argent pour le faire. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec un ministre du budget, Gérald Darmanin, qui fait un appel à la solidarité individuelle pour financer le fonds d'indemnisation des travailleurs indépendants. Donc, on a un gouvernement qui a fait tous les cadeaux fiscaux que vous venez de décrire. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir refait ce point, et qui maintenant demande aux Français d'être généreux pour aider les plus précaires. Est-ce qu'on marche pas un peu sur la tête ? Si, on marche complètement sur la tête. On a oublié qu'était l'impôt, et on refuse de faire payer des impôts aux plus riches, et ensuite on demande aux plus modestes de faire des dons. Et ça va même plus loin que ça, c'est que quand les plus riches, eux, ensuite vont faire des dons, on applaudit des deux mains leur soi-disant générosité. J'ai vu, c'était sur un hôpital, je sais plus lequel, je crois que c'était la Rivoisière. Il y avait une, je suis pas sortie, j'ai vu aux infos sur internet. Il y avait une banderole qui disait LVMH, etc. Il y avait tout un certain nombre de marques de luxe. On n'en a rien à faire de la charité, on veut que vous payiez vos impôts. C'est vrai que s'ils payaient leurs impôts, il y aurait sans doute plus de surblouses, il y aurait sans doute plus de masques, il y aurait sans doute plus de gel hydroalcoolique. Et le problème, c'est que nombreux sont ceux qui tombent dans le panneau. Et voilà, si on voit le traitement médiatique qui est fait depuis quelques jours de la lettre de Bill Gates aux différents gouvernements, je veux dire, Bill Gates, c'est pareil. C'est même quelqu'un qui, comme Jeff Bezos, a fait une grande partie de sa fortune en échappant à l'impôt. Payez vos impôts. Il ne venait pas ensuite nous faire la charité. Et c'est complètement... Ça fait partie des choses qui me sont dangereuses pour l'avenir. Cette logique de la philanthropie, des riches qui font preuve de générosité, on n'a même pas besoin de les taxer parce qu'ils donnent d'eux-mêmes. Voilà, c'est quelque chose qui a été très américain pendant des années, qu'on est complètement en train d'importer, y compris en France, et c'est vraiment un danger parce qu'en fait, ça s'appelle des gens qui font sécession. Et non seulement ils font sécession parce qu'ils ne paient pas leurs impôts, mais ensuite ils viennent faire la charité. Et il faudrait en plus les remercier. Donc, ils ruinent les hôpitaux, ils ruinent l'éducation nationale sans payer leurs impôts. Et derrière, ils vont donner un peu à un musée, un peu à un hôpital. Il faudrait dire, oh là là, merci beaucoup pour votre générosité. Mais c'est pas ça le bien public. Le bien public, c'est financé par l'impôt avec des gouvernements qui ont été élus et qui ont un programme et qui décident avec un parlement élu quelles sont les bonnes modalités de l'impôt. Ce ne sont pas quelques riches qui décident de donner quelques millions à l'éducation, qui de donner quelques millions au musée. Sachant que là où on marche encore plus sur la tête, c'est que tous ces dons-là, la plupart d'entre eux, sont fortement défiscalisés. C'est-à-dire qu'en fait, on a des milliardaires qui donnent, qui font leur publicité en disant « Ah, regardez quelle générosité », mais sachant que souvent, vous avez 2/3 de leurs dons qui sont en fait payés par l'ensemble des citoyens. Il faut sortir de ce système-là. Vraiment. Et ça, c'est urgent parce que malheureusement, parmi beaucoup des médias mainstream, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup tombé dans ce panneau-là. C'est vrai que c'est quelque chose que vous expliquez de façon limpide dans le prix de la démocratie, c'est-à-dire que quand un riche, et seuls les riches le font, la plupart des personnes très riches font des dons aux partis politiques et une infime partie des ménages les plus pauvres le font et des sommes dérisoires. Quand un riche fait un don aux Républicains ou à un parti de droite qui défend ses intérêts, il y a en fait une grande partie de ce don qui est payée par les impôts des Français. Enfin, c'est tellement simple et limpide que quand vous le démontrez dans le livre et quand vous appelez à ce qu'on supprime cette espèce d'ineptie légale, mais pourtant, oui, ça n'a pas été malheureusement suivi des faits. Alors,
Le monde est en train de rentrer dans une crise économique comme elle n'avait pas connue depuis 1929, peut-être même d'ailleurs pire. Il va y avoir des grands plans de relance et les décisions qui vont être prises vont orienter l'économie mondiale pour les prochaines décennies. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est l'occasion de vraiment intégrer une réflexion verte, écologique dans l'économie, mais on voit déjà aux États-Unis que les premières mesures de Trump vont plutôt dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire qu'il a tout de suite levé toutes les contraintes légales qui obligeaient les grandes entreprises à protéger entre guillemets l'environnement. Est-ce que vous êtes pessimiste, optimiste? Est-ce que vous croyez que ces grands plans de relance risquent de plomber encore plus le problème du réchauffement climatique au niveau mondial? Bon, aux États-Unis, Trump ne réfléchit pas beaucoup en général, hein, mais c'est dur d'avoir une vision à long terme, parce que vous avez des élections en novembre prochain. Donc il faut quand même espérer que si les démocrates l'emportent, on aura justement une relance qui sera une relance plus verte. Ça va varier en fonction des plans, ça va varier en fonction des pays, mais c'est sûr que quitte à injecter énormément d'argent dans l'économie, il faudrait mieux le faire pour favoriser des activités qui, pour le dire rapidement, sont moins carbonées. Et ça semble quand même relativement logique. Une des choses moi, qui me frappe beaucoup, c'est que tous les défenseurs des politiques environnementales, et même d'une certaine manière les plus extrêmes, qui disaient voilà, il faut arrêter de prendre l'avion, etc. On a toujours dit mais c'est impossible. On va pas réduire le transport aérien, on va pas réduire la mondialisation. C'est impossible. On disait encore que c'est impossible il y a 2 mois. Et là, en fait, en quelques semaines, en fait, on a tout arrêté. Donc, il va quand même falloir y avoir une réflexion sur ces sujets-là. Et c'est vrai, le fait de relocaliser une partie des productions, de consommer plus local, de moins bétoniser les espaces agricoles, d'en profiter peut-être pour en faire vraiment des espaces agricoles. Voilà, de relocaliser une partie de la production, c'est quelque chose à quoi il faut penser. Je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste maintenant, c'est pas. Moi, j'ai jamais été très forte à prédire l'avenir. Ce à quoi je pense, c'est qu'il y a quand même une opportunité. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui se rendent bien compte des méfaits de la mondialisation. Donc ça sera plus facile aujourd'hui, si on doit le faire, de convaincre les gens de payer un peu plus cher et peut-être de consommer du coup un peu moins que ça l'aurait été il y a quelques mois. Et ça serait dommage de passer à côté de cette opportunité-là. Hmm. Mais c'est vrai que ça me fait aussi vraiment réfléchir à ce que vous dites sur il y a des choses qu'on nous présente comme impossibles depuis des années, puis d'un seul coup c'est fait. Enfin, par exemple, voilà les écolos qui réclament depuis des décennies que dans les supermarchés on vende des produits locaux, et puis d'un seul coup les grands supermarchés s'engagent à n'acheter que des producteurs locaux, comme si c'était une espèce d'idée de génie qui leur était venue à l'esprit, alors que ça fait 30 ans en fait que les Verts le réclament. Et ça m'amène à une question qui est certainement, qu'il faut pas que je formule mal, parce que ça peut être mal compris. Voilà, on sait que le coronavirus affecte principalement les personnes les plus pauvres, les plus précaires. On sait qu'en France, le département le plus touché, c'est la Seine-Saint-Denis. On sait qu'aux États-Unis, les personnes les plus touchées sont les personnes noires. Ça a été démontré statistiquement. Mais c'est une maladie, en fait, qui frappe tous azimuts, qui peut aussi toucher dans les cercles de pouvoir. On a vu Boris Johnson en Grande-Bretagne touché par le virus. Moi, je me demande, est-ce que toutes ces mesures qui sont prises d'urgence, elles sont pas prises parce que pour la première fois, on a une maladie qui peut aussi toucher les riches, quoi, qui peut aussi frapper dans les classes les plus aisées. Non, mais je pense, comme c'est une maladie qui nous concerne tous et qui peut tous nous toucher, on a tous accepté en tout cas une énorme restriction de nos libertés. Alors, j'en parlais un peu tout à l'heure. Il y a cette notion de parité sociale que vous avancez dans le prix de la démocratie. Vous m'avez dit par texto il y a quelques jours que vous étiez encore en train de travailler sur cette notion d'amélioration de la démocratie. Est-ce que vous voulez nous donner un petit aperçu de ce que vous êtes en train de travailler, ou de ce qui pourrait être des propositions pour demain construire une démocratie plus juste, moins élitiste? Rêvons un peu. Je pense qu'il faut, avec cette idée de représentation descriptive, ça me paraît quelque chose qui est complètement essentiel. Moi, ce qui m'énerve beaucoup aujourd'hui, ce sont tous les discours sur le peuple contre la démocratie libérale, la tentation autoritaire, comme quoi en fait les gens tourneraient aujourd'hui massivement le dos à la démocratie. La vérité aujourd'hui, c'est que la démocratie, elle n'existe pas vraiment, que c'est une des choses que je montre dans le prix de la démocratie, que beaucoup de gens ont raison de ne pas se sentir représentés, qu'on est bien davantage dans un système que je définirais par 1 euro, une voix, que par une personne, une voix, et que du coup, il faut reconstruire la démocratie pour avoir vraiment une personne, une voix. Une personne, une voix, ça pose la question d'un point de vue financier.
le financement public de la démocratie, mais ça pose aussi la question en termes de représentation et de visibilité. Je pense que même si les préférences de chacun étaient parfaitement représentées par un gouvernement ou par des médias qui seraient un gouvernement uniquement d'hommes blancs de plus de 60 ans, ça serait insatisfaisant en termes de démocratie. Et juste pour vous, je voulais juste une petite phrase pour vous expliquer à quel point c'est le point de départ en fait de ma réflexion et du coup vous comprendrez la question du genre par rapport à la question des classes sociales. Il y a Hannah Arendt qui écrivait en 1956 dans Le sens de la politique, très joli texte, à elle seule, l'émancipation des femmes et de la classe ouvrière, c'est-à-dire des groupes qui n'avaient jamais pu auparavant se montrer dans la vie publique, donne à toutes les questions politiques un visage radicalement nouveau. Je pense qu'on n'a jamais pensé jusqu'au bout l'émancipation ni des femmes ni de la classe ouvrière, et aujourd'hui j'ai envie de dire ni non plus d'un certain nombre de minorités visibles, et qu'il est temps de le faire. Et du coup c'est sur ces questions que je suis en train de réfléchir en des termes pour le coup très concrets, c'est-à-dire voilà comment on utilise les outils de l'état de droit. Je suis désolée, c'est pas très sexy, mais je pense qu'il faut dépasser la théorie politique pour justement faire un certain nombre de propositions pratiques. Donc, je serais ravie de revenir vous parler. Ah bah ça, ce sera un grand plaisir. Alors vous avez quand même commencé l'interview en parlant de votre crainte de voir plutôt les populismes et l'extrême droite sortir victorieuse de la crise qu'on traverse. Moi, j'imagine que vous m'avez dit plusieurs fois que vous n'avez pas envie d'être dans la projection ou dans la prédiction, mais on est d'accord qu'en fait, on peut se retrouver avec soit le monde un peu rêvé que vous décrivez là, soit avec le cauchemar. Le pire, c'est le cauchemar. Mais bon, l'autre probable, c'est un entre-deux. Mou, voilà, où rien ne change fondamentalement. Mais oui, c'est vrai que j'ai peur du retour des frontières. J'ai peur de la dislocation de l'Europe, parce que là, aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas fait montre d'une énorme solidarité. Et je pense que les Italiens, notamment, ont beaucoup de raisons d'en vouloir à l'Europe. J'ai peur du racisme, très simplement. Je veux dire, cette idée d'un virus chinois, c'est comme ça quand même que c'est présenté par plein de gens. Donc ça fait monter aussi le racisme. J'ai peur de tout ça et je pense que le meilleur peut en sortir comme le pire. Et c'est vrai que si vous regardez aujourd'hui, la gauche est complètement inaudible. Elle est inaudible parce qu'elle est divisée, et elle est inaudible aussi parce que je pense qu'un certain nombre de partis ne bossent pas assez, donc n'ont pas beaucoup de propositions concrètes à faire, et que pour le coup, si on parle d'un point de vue franco-français, il va falloir se retrousser un tout petit peu les manches avant 2022. Et puis faire passer un peu les égos aussi après tout le reste, ça nous ferait pas de mal. Pour le coup, je pense que, en tout cas aujourd'hui, c'est une vraie différence entre les femmes et les hommes. Ça changerait peut-être si on se retrouve avec plein de femmes politiques au pouvoir, elles se crêperaient de chignon, comme on dit pour les femmes, pas un mot qu'on utilise pour les hommes, et voilà, auraient aussi des égos surdimensionnés, mais à l'heure actuelle, ouais, peut-être si on met entre parenthèses Ségolène Royal, c'est plutôt les hommes qui ont des égos surdimensionnés à gauche en politique. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait demain? Rêvons à un déconfinement en mai. Qu'est-ce qu'on fait en tant que femme engagée, en tant que militante, en tant que féministe, en tant qu'écologiste? On va manifester, on se présente aux élections locales. Qu'est-ce que vous suggérez pour essayer de peser dans le bon sens? Oui, on peut toujours aller manifester, mais je pense qu'il y a la rue, deux, il y a la politique, donc il faut se présenter aux élections, ça c'est sûr. Il faut investir le terrain, il faut jamais laisser le champ libre, il faut investir tous les champs. Donc ça me paraît vraiment très important, et il faut aussi investir le champ médiatique. Dans la sous-représentation des femmes parmi les experts, il y a aussi, j'aime pas le dire comme ça, mais il y a quand même aussi une part de responsabilité des femmes qui parfois se sentent moins légitimes, etc. Donc non. Donc ce champ, il faut aussi le réinvestir. Mais moi, pour le coup, encore une fois, je pense que ça doit pas être un combat féministe, ça doit être un combat social. Faut pas rajouter une dimension de conflit à une bataille qui est déjà suffisamment difficile. J'ai pas envie de poser les éboueurs aux caissières, pour le dire vite, parce que les caissières sont des femmes et les éboueurs sont des hommes. Voilà. Je pense que demain, il faut se battre pour davantage d'égalité, davantage de représentation, et qu'il ne faut pas partir du point de vue de son identité, mais il faut se battre avec un objectif qui doit être celui de la justice sociale, qu'on ne peut pas définir par je veux plus de visibilité pour les Noirs, je veux plus de visibilité pour les femmes, je veux plus de visibilité pour les ouvriers si je suis un ouvrier.
non, je veux juste que chacun puisse bénéficier de la même juste représentation. C'est pour entendre tout ça que je voulais que vous veniez dans La Poudre aujourd'hui, Julia. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la poudre? Vous. Bon, merci beaucoup pour votre temps, Julia. Prenez bien soin de vous. Bon courage pour tout. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci à Julia Cagé d'être venue faire parler La Poudre avec moi. Aujourd'hui, dans mon cœur, il y a de la tristesse, de la peur et surtout une immense colère. J'ai la rage face à tous ces gens que t'as quand même envoyés voter, face à tous ces ouvriers, salariés qui doivent continuer à travailler, face aux caissières, livreurs, policiers que tu prends même pas le temps de protéger, face à cette course au profit qui vaut plus que l'humanité. J'ai la rage devant ces prisons et camps de réfugiés qui vont être décimés, devant tous ces sans-abri qui seront laissés abandonnés, ces femmes battues qui avec leurs bourreaux vont être emprisonnées. C'est encore une fois les plus précaires qui seront les plus impactés. J'ai la rage devant notre service public que tu as massacré, devant tous ces hôpitaux saturés et prêts à exploser, face à ces médecins et soignants à qui tu vas imposer de choisir qui laisser vivre ou qui laisser crever. J'ai la rage face à ceux qui mourront alors qu'ils auraient pu être sauvés, à tous ces mots et mensonges que tu nous as déclamés, à cette immense colère que tu n'as fait qu'irriguer, à cette course au fric qui va tous nous faire crever. J'ai la rage devant ton état policier et toutes les violences distribuées, à ces soignants qui hier dans les rues tu étais en train de gazer, à nos hôpitaux qui appelaient à l'aide et que tu as condamnés, à tous ces héros du quotidien que tu as toujours méprisés. J'ai la rage, mais pour l'instant, pour le bien de tous, j'obéirai. Ce n'est pas toi, mais avant tout les soignants que j'écouterai, confiné le temps qu'il faut, patiemment j'attendrai le jour où tu rendras des comptes et demanderas à être pardonné. J'ai l'espoir qu'après tout ça on soit des millions à te rejeter, des millions dans la rue tous ensemble, à battre le pavé, à s'embrasser, se cajoler, se câliner, à chanter, danser, rigoler et festoyer, qu'on invente un nouveau monde où il serait doux de se toucher, qu'on en profitera pour tirer les leçons de nos erreurs passées, qu'on n'écorchera plus jamais l'humain pour faire du blé et qu'on n'oubliera plus le sens du mot solidarité. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste, et au mixage, Charles de Cilia. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre. La chanson du générique de fin est écrite et interprétée par Nina Montagne sur un beat de La Crise. Vous pouvez la retrouver sur YouTube grâce au lien qu'on vous met dans la description de l'épisode. Merci Nina.